السلام عليكم الزول في اللون الحمد لله راكم كاع بخير جمعة مباركة لجميع المسلمين Inch'Allah. Écoutez, je suis en tenue africaine, vous savez pourquoi, car depuis le 3, l'Algérie accueille donc la foire internationale du commerce interafricain. Vous savez, c'est un moment important, c'est ce qu'on appelle l'IATF, au Centre international des conférences d'Alger. Et je suis très content. Alors, pourquoi je suis très content? Car le président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, a prononcé un discours réaliste et pragmatique. Il n'y avait ni populisme, ni démagogie, ni mensonge. Il a dit la vérité sur la réalité du commerce interafricain. Alors, vous me connaissez, j'utilise les sources de la presse algérienne. Par exemple, ici, TSA, vous voyez, IATF, le plaidoyer historique de Tebboune pour l'Afrique. Le président Tebboune a fait un plaidoyer historique pour l'Afrique ce jeudi 4 septembre à l'ouverture de l'IATF 2025 en Algérie. Alors, pour information, la première foire internationale du commerce interafricain a eu lieu au Caire en 2018. Ensuite, il y a eu Durham en Afrique du Sud et à nouveau le Caire en 2023 et maintenant l'Algérie en 2025. Alors, bismillah, essayons de voir un peu ce qu'a dit le président de la République pour cette 4e édition de la foire du commerce interafricain. D'abord, il a dit que le chemin est encore long. Oui, vous savez, ça fait plaisir de voir un président algérien dire la vérité en Algérie sur la réalité du commerce interafricain. Le chemin est encore long. Ça, c'est du réalisme. Alors, pourquoi il dit ça? Je cite le président. Notre préoccupation aujourd'hui est économique par excellence. C'est une préoccupation décisive qui nous interpelle tous pour se poser une question fondamentale. Où en est l'Afrique aujourd'hui dans l'économie mondiale? Franchement, c'est beau. Vous savez, on aimerait entendre la même chose pour savoir où en est l'économie algérienne dans l'économie mondiale. Mais restons en Afrique. Donc, a lancé le président Tebboune d'emblée. La place du continent n'est hélas pas reluisante. Quel réalisme! En dépit des importantes avancées réalisées ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire 20 ans, dont la création de la zone de libre-échange, donc la ZLECAf, l'adhésion commerciale de l'Union africaine au G20 et l'établissement de relations avec les grandes puissances et organisations économiques mondiales. Vous savez, quand on entend un président algérien dire la vérité à la fois aux Algériens et aux Africains, ça fait plaisir, car on évite de dire des phrases toutes faites qui ne correspondent pas à la réalité. Là, le président algérien a été extrêmement réaliste. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, il dit le chemin est encore long devant le continent africain pour réparer les injustices historiques qu'il a subies. Évidemment, il parlait de l'esclavage et du colonialisme. Alors, bismillah, chiffre à l'appui. Le président Tebboune a dénoncé la marginalisation de l'Afrique dans la décision économique mondiale. Alors, évidemment, vous savez à quoi il fait référence. Il fait référence au fait que l'Afrique ne possède que 6,5% des droits de vote au FMI, au Fonds monétaire international. Et au niveau de la Banque mondiale, c'est 11% seulement. Alors, vous imaginez, on est 1,200 millions, 1,2 milliard d'habitants, donc c'est à peu près 6% de la population mondiale, et on n'a que 6,5% des droits de vote au FMI. Normalement, si on devait diviser 100 par 6%, on devrait avoir à peu près 16% de droits de vote. Mais ce n'est pas le cas, on n'a que 6,5%. Et là, approchons maintenant de la réalité commerciale entre les pays africains. Il a précisé que la part de l'Afrique dans le commerce mondial ne dépassait pas 3%. Vous imaginez? 3% l'Afrique. C'est son poids dans le commerce mondial. Et il a précisé que c'était dérisoire quand on sait que le continent recèle 30% des ressources naturelles. Alors, ressources naturelles, ça va du gaz au pétrole, en passant par l'or, le cobalt, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'uranium.
le diamant, etc. Donc c'est pas normal. On a 30% des ressources naturelles, mais notre poids dans le commerce mondial n'est que de 3%. Car effectivement, le commerce aujourd'hui, ne repose pas sur ce que le bon Dieu nous a laissé, le Jumu'ah. Il repose sur ce qu'il y a dans la tête, sur la matière grise, sur l'intelligence, sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et vous savez que le continent africain, au niveau de l'économie de la connaissance, son poids est extrêmement faible. Tout se passe aujourd'hui en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan ou à la Silicon Valley. Mais ça ne se passe pas en Afrique, car 55 pays africains, il n'y a même pas de Silicon Valley de la nouvelle technologie. Et vous savez que la première capitalisation mondiale aujourd'hui, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Nvidia, dont l'économie, les secteurs d'activité reposent essentiellement sur l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Vous le savez, avec Taïwan, dont l'entreprise phare pèse 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ça, c'est Taïwan. Et Nvidia, écoutez-moi bien, Nvidia, la capitalisation boursière d'une seule entreprise, je dis bien une seule, c'est la totalité du PIB africain, plus 30%. Extraordinaire. 4000 milliards de dollars, la capitalisation boursière d'une seule entreprise, Nvidia, dans la Silicon Valley. Je la connais bien parce qu'elle n'est pas très loin de chez moi aux États-Unis. Et quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, en Afrique, on est toujours là à croire que la richesse d'un pays, c'est les ressources naturelles. Mais Nvidia a 0 ressources naturelles, mais à 100% de ressources intellectuelles, techniques, technologiques. Le jour où on va comprendre que la richesse du 21e siècle, c'est une richesse intellectuelle et non pas une richesse naturelle qui provient du sous-sol, de la terre, du bon Dieu, ce jour-là, peut-être qu'on va avancer. En tout cas, je suis très content que le président algérien ait mis l'accent sur le fait que l'Afrique ne pèse que 3% de le commerce mondial. Et au niveau des investissements étrangers, vous savez que sans investissement, vous ne pouvez pas développer un pays, car les ressources autonomes internes de chaque pays africain ne pèsent pas lourd pour développer une économie. Surtout que chacun s'est drapé derrière la couverture de la souveraineté nationale. Chaque pays africain pense qu'il est libre, il est indépendant, il est souverain, alors que ceux qui décident dans les pays africains, vous savez c'est qui? Ce sont les entreprises multinationales, c'est elles qui décident de tout. La souveraineté de chacun des pays africains, elle est factice, je dirais même fantoche. Donc le président algérien a précisé que les investissements étrangers ne représentaient que 94 milliards, c'est-à-dire 6% seulement du total des flux. Et l'information la plus importante et qui devrait nous encourager, nous inciter, nous inviter à réfléchir à comment développer davantage le commerce africain, c'est le chiffre de 15%. 15%, c'est ce que représente le commerce intra-africain, c'est-à-dire entre les pays africains, 15% de l'ensemble du commerce du continent. Le commerce intra-africain ne représente que 15% de l'ensemble du commerce du continent africain dans son ensemble, alors que 60% du commerce de l'Europe est intra-européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les économies européennes sont très interdépendantes. 60% du commerce européen se fait entre les pays européens, alors que 15% du commerce africain se fait seulement entre les pays africains. 85% du commerce se fait entre l'Afrique et le reste du monde. Nous sommes une économie externalisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision interne à l'Afrique pour développer l'économie. Pour une raison simple, c'est que la majorité, l'extrême majorité des pays africains, leur économie ne dépend que des ressources naturelles. Donc des ressources naturelles que ces pays vendent à l'extérieur du continent africain, c'est-à-dire aux Américains, aux Européens ou aux Asiatiques. Un pays africain, en dehors du gaz et du pétrole, il n'a pas besoin des ressources naturelles de son voisin.
car le gaz et le pétrole, c'est indispensable pour l'énergie, pour l'électricité et pour faire tourner le peu d'industrie qu'il y a en Afrique. Donc c'est là où on voit l'écart énorme qu'il y a entre les économies africaines et les économies du reste du monde, c'est-à-dire les économies européennes, d'Amérique du Nord ou d'Asie. D'où la nécessité rappelée par le président de la République d'édifier un continent intégré. Alors, qui dit continent intégré veut dire faire en sorte que les relations avec tous les pays africains soient des relations positives. Mais quand on a des problèmes avec notre voisin de l'Ouest, ça va être difficile. Et je n'ai même pas parlé des problèmes que nous avons avec nos voisins du Sud, du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc moi, je suis content que le président de la République rappelle la nécessité d'édifier un continent intégré. Regardez, c'est le président qui le dit, c'est pas Rachid Nekaz. Donc il est conscient. Mais l'intégration passe par l'entente, la bonne entente, des relations de bon voisinage. On ne peut pas avoir une économie intégrée, on ne peut pas avoir un continent intégré lorsqu'on se fâche avec la moitié de nos voisins. C'est pas possible, ça. On est bien conscient. Et quand il parle de continent intégré, en ce qui concerne l'Algérie, il parle notamment de la route transaérienne, il parle du gazoduc Nigeria-Algérie, c'est un projet très vieux, il date de 45 ans, mais on a du mal à le mettre en place parce que les Français ont passé beaucoup d'années à freiner ce projet en influençant notamment le Mali et surtout le Niger, car ce gazoduc, il passe par le Nigeria, donc au sud, au nord, il y a quoi? Il y a le Niger et après l'Algérie. Et comme il y avait l'entreprise française Areva au Niger qui extrait l'uranium, la France a toujours influencé les gouvernements du Niger pour empêcher que ce projet voie le jour. Et en plus de cela, il y a un projet concurrent de nos voisins de l'Ouest qui essaie de militer pour que ce projet ne passe pas par le Niger et l'Algérie, mais plutôt par les pays de la CEDEAO jusqu'au Maroc. Et oui, il y a beaucoup de rivalités en Afrique. Hein. Ce sont des pays qui pèsent très peu dans le commerce mondial, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les enfantillages du continent africain. Donc, j'ai précisé donc la route transaérienne, le gazoduc Nigeria-Algérie, la ligne de fibre optique et le train de l'extrême sud. Vous savez que le président algérien a proposé aux pays du Sahel qu'il y ait un train qui passe par le Niger, le Mali, etc. Et un jour, qui arrivera en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on entend des choses comme ça? C'est des choses très positives. D'ailleurs, le président algérien a rappelé qu'il y avait 8000 étudiants africains en Algérie et que depuis l'indépendance, il y a eu 65 000 cadres africains qui ont été formés en Algérie. Bien sûr, on ne va pas dire les mots qui fâchent. Chaque année, on a 2000 cadres de la Sonatra qui quittent le pays pour aller dans les pays du Golfe. C'est un peu dommage. Donc nous, on sait former des cadres, mais on ne sait pas les retenir. Ben oui, on ne les paye pas bien. Cela aurait été une belle chose que ces 65 000 cadres, disons la moitié repart dans le pays d'origine et l'autre moitié reste en Algérie pour développer l'Algérie. Mais ça, on n'y arrive pas, on ne sait pas le faire. Et enfin, le président a rappelé que tout de même, lors des précédents mandats, notamment de feu Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie avait effacé la dette d'1,5 milliard de dollars auprès de 14 pays du continent, dont certains nous boudent aujourd'hui. Alors, parlons des pays qui nous boudent. Ben, vous savez que nous avons le Mali, qui nous boude en ce moment, et qui nous boude de façon un peu cavalière, j'aimerais dire. Mais on va y arriver juste après, si vous le permettez. Donc, revenons aux chiffres importants rappelés par le président algérien, car ce que j'ai apprécié, c'est le réalisme de ces chiffres-là. Donc, il a précisé que le commerce intra-africain ne représentait que 15% de l'ensemble du commerce du continent. Voilà, vous voyez, 15%. 15%. Donc là, nous sommes en 2025, nous sommes d'accord. Alors, j'ai essayé de regarder quelle était la part du commerce intra-africain dans le commerce africain en 2018. Alors, j'ai pris une information qui était publiée notamment, elle est partout hein, sur Internet, hein, elle était publiée par l'ambassade d'Algérie au Portugal. Voilà.
Embajada, vous pouvez voir. Voilà, ça datait du 12 décembre 2018. Regardez, 12 décembre 2018, c'est-à-dire il y a 7 ans. 7 ans. Regardez, participation de l'Algérie à la foire commerciale intra-africaine au Caire. C'était en 2018. OK 2018. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, cette foire commerciale intra-africaine, IATF 2018, s'est tenue du 11 au 17 décembre 2018 au Caire. Donc, avec notamment 38 entreprises algériennes. Très bien. Et à ce moment-là, il était question de la zone de libre-échange continentale, la fameuse ZLECA, qui avait été signée en mars 2018 par 44 chefs d'État. Important ce chiffre-là. Hein. Zone de libre-échange signée par 44 chefs d'État africains. Très bien. Donc, la décision d'établir cette zone de libre-échange au sein de l'ensemble des pays africains, donc au sein du continent africain, avait été adoptée depuis 2012. Donc, c'était important quand même. Et l'objectif, selon l'Union africaine, c'était la mise en place d'une véritable union douanière africaine. Vous savez ce que ça veut dire, union douanière? C'est-à-dire, il n'y a pas de taxes, pas de douane, il y a une liberté totale, liberté d'importer, d'exporter. Vous savez que dans la réalité, ce n'est pas le cas. La preuve, l'Algérie a bloqué les importations pendant un certain nombre d'années pour des raisons tout à fait honorables, mais entre la volonté de mettre en place une union douanière et la réalité, il y a un monde, car chaque pays a des spécificités, chaque pays veut défendre sa propre économie et c'est légitime. Donc, décréter comme ça l'union douanière sans tenir compte de la réalité économique de chacun des pays, c'est un vœu pieux. Mais en Afrique, on aime bien parler, vous savez, l'oral est beaucoup plus important que l'écrit. Mais qu'est-ce que je retiens dans le communiqué qui a été publié en 2018, notamment dans les médias algériens, et là en l'occurrence sur le site officiel de l'ambassade d'Algérie au Portugal? Alors écoutez ce qui était écrit. Une analyse de l'Afreximbank, donc c'est l'organisme qui organise ces foires donc intra-commerciales africaines. Donc, cette analyse montre que l'une des raisons pour lesquelles le commerce intra-africain est faible, nous sommes en 2018, aux environs de 15%. 15%. Regardez, on est en 2018. 2018. Le commerce intra-africain aux alentours de 15%, alors que le commerce intra-européen, il est de 59%. Et il disait que ce problème-là résidait dans le déficit d'accès à l'information sur le commerce et le marché du continent. Regardez, lisez bien. On est en 2018. Donc, déjà en 2018, donc sur le site officiel de l'ambassade d'Algérie à Lisbonne, donc le titre c'était Participation de l'Algérie à la première foire commerciale intra-africaine au Caire. Voilà. Donc déjà, on regrettait que le commerce intra-africain n'était que de 15%. Et regardez ce que déclare le président algérien 7 ans après. Abdelmajid Tebboune a souligné que le commerce intra-africain ne représente que 15%. Rien n'a bougé en 7 ans. Rien. Pourtant, il y a eu la foire du Caire en 2018, la foire de Durham en 2021, à nouveau la foire du Caire en 2023 et maintenant la foire d'Alger en 2025. Le commerce intra-africain n'a pas bougé. Il a stagné à 15%. Regardez, 15%. Comme ici, 15% en 2018. Regardez. Comment voulez-vous prendre au sérieux les responsables économiques du continent africain quand rien ne bouge en 7 ans? Rien. Regardez. 15%, 2018, 2025 et 2018, pareil, 15%. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça ne bouge pas. Alors, évidemment, les Européens, pareil, ça n'a pas bougé. C'était 59% en 2018, regardez, 59%.
et 60% en 2025. Mais 60%, c'est énorme. Mais nous, 15%, on avait une marge de progression importante. On n'a pas bougé d'un iota en 7 ans. Donc, à quoi ça sert d'organiser des foires si entre les foires qui sont censées être organisées tous les 2 ans, il n'y a aucune progression? Donc, que font les ministres des commerces de tous les pays africains? Que font les ministres des Affaires étrangères de tous les pays africains? Que font les ministres de l'Industrie de tous les pays africains? Mais qu'est-ce qu'ils font pour développer l'Afrique? Comme l'a précisé le président algérien, il a rappelé la nécessité d'édifier un continent intégré. Donc, que font les gouvernements africains pour édifier un continent intégré si on ne bouge pas en 7 ans? En 7 ans, on n'a pas bougé d'un iota, malgré les déclarations, malgré les voyages des ministres, malgré les foires commerciales organisées. Rien n'a bougé, je dis bien rien. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République algérienne, Si Abdelmajid Tebboune. Ça fait mal quand même, hein? Alors, au niveau des contrats qui devraient être signés cette année, d'après la presse, c'est autour de 45 milliards de dollars. Contrats donc entre tous les pays africains, à l'occasion de cette foire. Alors, si on devait comparer, en 2018, lors de la première foire intra-africaine, donc du commerce, les contrats qui ont été conclus étaient de l'ordre de 32 milliards de dollars. 32 milliards de dollars. Donc en 2018. Et ensuite, en 2021, donc en Afrique du Sud, à Durban, il y a eu 42 milliards de dollars qui ont été signés. Donc, 32 milliards de dollars en 2018. 2021 à Durban, c'était 42 milliards, donc c'était une forte progression entre 2018 et 2021. Mais à Alger, on considère que ça sera une petite progression de 42 à 45 milliards de dollars qui vont être signés. Donc 32, 42 et 45 milliards. Donc c'est très peu. Je vais vous dire pourquoi c'est très peu. Je vais vous montrer les chiffres du commerce entre la Chine et l'Afrique en 2025. Donc c'est une dépêche qui a été publiée donc par l'agence Xinhuanet, donc chinoise, du vendredi assez actuel. Les importations en provenance des pays africains moins avancés augmentent de 10% sur les 7 premiers mois. Et que dit cette dépêche chinoise? Elle dit qu'en 2024, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint 295,6 milliards de dollars, en hausse de 4,8% sur un an. Pour la 16e année consécutive, la Chine s'est avérée le premier partenaire commercial de l'Afrique. Est-ce que vous imaginez? 295,6 milliards de dollars, c'est le montant du commerce entre la Chine et tous les pays africains. 295 milliards de dollars. Et nous, entre nous, c'est 44 milliards de dollars. 44, 45. C'est léger quand même. 55 pays s'échangent entre eux 45 milliards à l'occasion de cette foire. C'est quand même faible. Hein. Alors, là, je m'adresse à nos compatriotes algériens. Je vais vous citer les 5 pays les plus importants avec qui, les 5 pays africains, les plus importants avec qui la Chine commerce. Et vous allez voir que l'Algérie ne fait pas partie des 5 principaux pays avec lesquels la Chine fait du commerce. Alors que quand on lit les médias algériens, on a l'impression que l'Algérie est un partenaire très important de la Chine et l'Algérie fait confiance à la Chine pour l'aider à intégrer les BRICS. Il suffit de voir le montant en dollars des transactions qu'il y a entre la Chine et ces 5 principaux pays africains pour voir que on ne fait pas partie des 5. Alors, je vais vous citer les plus importants. Bismillah. Le commerce Chine-Afrique a connu une progression de 1,5% comparé à l'année 2022. Là, on est en 2023.
À l'époque, c'était 282 milliards. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est 295 milliards. Et lorsque cet article précise les principaux partenaires commerciaux de la Chine en Afrique, regardez ce qu'il est dit. Premier partenaire de la Chine en Afrique, l'Afrique du Sud. Deuxième partenaire, l'Angola. Troisième partenaire, République démocratique du Congo, RDC. Quatrième partenaire, l'Égypte. Cinquième partenaire, le Nigeria. Le Nigeria. Et avec ces 5 pays, le montant des échanges commerciaux atteint 124 milliards de dollars. 124 milliards de dollars, c'est-à-dire 44% des échanges totaux, total ou totaux, je ne sais pas comment ils disent, pardon, ça représente 44% de l'ensemble des échanges avec le continent africain. Vous imaginez? Ces 5 pays, ça représente 44% des échanges entre la Chine et l'ensemble du continent africain. Ça fait mal, non? Alors, bismillah, Afrique du Sud, 55 milliards de dollars. Waouh! Les échanges entre la Chine et l'Afrique du Sud, 55 milliards, regardez, 55 milliards. Mais c'est énorme. Vous savez, pardon, nos entrées en devises, nous, c'est à peu près entre 50 et 80 milliards, à peu près, on va dire. Ça dépend de la fluctuation du prix du pétrole. Quand c'est haut, bah, ça va 80-100, et quand c'est bas, c'est 40-50. Regardez, rien que l'Afrique du Sud, c'est 55 milliards, avec la Chine seulement. On ne parle même pas de l'Europe, on ne parle pas des États-Unis. Et le deuxième pays, l'Angola. L'Angola qui a connu 20 ans de guerre civile. Nous, on a connu 10 ans. 20 ans de guerre civile. C'est 23 milliards de dollars. Mais c'est énorme. Ensuite, République démocratique du Congo, 18,7 milliards de dollars. 18,7 milliards. Alors qu'il y a la guerre civile, la guerre entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, il y a quand même 18,7 milliards de dollars. Quatrième position, l'Égypte. 15,8 milliards de dollars. Colossal. Et le Ghana, tout petit pays. Grand pays panafricain, mais petit pays par rapport à l'Algérie. 11 milliards de dollars. Regardez, 11 milliards de dollars. C'est ici, 11 milliards. Donc 11 milliards le Ghana, 15 milliards l'Égypte, l'RDC c'est 18,7, l'Angola c'est 23 et l'Afrique du Sud 55,6. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Ça fait mal, hein? Bon, alors j'ai pas envie de vous dire que le montant, si, allez, on va regarder quand même, montant des échanges entre l'Algérie, la Chine. Non, mais c'est pour vous dire, à un moment donné, c'est bien d'être sur le plan géographique le plus grand pays d'Afrique, mais au niveau commercial, on est loin quand même. Hein. Alors, échange Algérie-Chine. Vous savez, c'est bien le réalisme. Moi, je pense que c'est très important d'être réaliste. Comme ça permet de ne pas se faire des films. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ah ben, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc alors, pour 2024, quand même, hein, on a dépassé le Ghana. On est à 12,5 milliards. Voilà. Selon l'ambassadeur. Voilà. 12,5 milliards. Donc légèrement plus que le Ghana. Donc on doit être 6e partenaire de la Chine. 12,5 milliards de dollars. Voilà. Donc l'ambassadeur de Chine en Algérie a déclaré à Radio Algérie que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint pour la première fois, la barre des 12,5 milliards de dollars en 2024. Voilà, c'était la première fois. Donc voilà, on a dépassé le Ghana, mais de très très peu. Mais on est loin derrière l'Afrique du Sud. Par rapport à l'Afrique du Sud, on est quoi? Un cinquième. Un cinquième. Donc les échanges entre l'Algérie et la Chine sont 5 fois moins importants que les échanges entre l'Afrique du Sud et la Chine. C'est 2 fois moins que les échanges entre l'Angola et la Chine. L'Angola, tout petit pays, alors riche maintenant en pétrole, mais pour vous dire,
c'est bien les chiffres, vous savez, ça évite de rentrer dans un fantasme. Donc vous comprenez maintenant pourquoi la Chine ne s'est pas battue pour que l'Algérie entre dans les BRICS. Parce que l'Égypte est plus important que l'Algérie, la RDC est plus importante que l'Algérie, l'Angola plus importante que l'Algérie. Ça, c'est la réalité. Donc oui, on est un très grand pays, mais sur le plan du commerce, même entre l'Afrique et la Chine, on est vraiment en dessous, quoi. On n'est même pas au niveau, pas de médaille d'or, pas de médaille d'argent, pas de médaille de bronze. On est allé dans la médaille de cuivre, peut-être, je sais pas. Mais voilà, ça, c'est la réalité. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, nous allons aborder le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Alors là, je vous ai imprimé la une du journal algérien L'Expression, donc du 4 septembre, donc c'était hier. Les invités de marque de l'Algérie sont arrivés hier. Alger à bras ouverts. Voilà, très belle une, vous voyez, le journal L'Expression. Voilà. Eux, ils parlent pas de moi, mais moi, je parle de... Oui, j'ai pas de problème, moi. Hein. Bah oui, quand on est professionnel, on met de côté nos perceptions subjectives. Regardez. Voilà, une belle une. Voilà. Là, on voit le président, le fils de l'ancien président Idriss Déby, qui a pris sa succession dans des conditions très obscures. Voilà, le président du Tchad, voilà, reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Donc là, on a le président tchadien, le président mauritanien, le président du Sahara occidental, la République arabe sahraoui démocratique, le président du Conseil de transition libyen et le président tunisien. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une belle affiche, très belle affiche. Donc ce sont les 5 chefs d'État qui sont venus à Alger à l'occasion de la foire du commerce intra-africain. Donc qui a lieu du 3 au 10 septembre. Voilà, 5. Donc vous voyez, la Mauritanie, pays voisin, Sahara, pays voisin, Libye, pays voisin, Tunisie, pays voisin, et le Tchad, pays presque voisin. Donc c'est toute la partie nord de l'Afrique qui est représentée. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas le président égyptien, il n'est pas là, le roi du Maroc n'est pas là, même pas son représentant. Pourtant, nous allons jouer à Casablanca, vous êtes au courant. Le 8, là, nous allons jouer un match qualificatif pour la Coupe du Monde de football. Donc l'équipe d'Algérie va aller à Casablanca, mais on n'a pas de représentant. En tout cas, il n'y a pas le roi du Maroc n'est pas là, ni le président Sisi. Pourtant, en 2023, c'était lui qui avait organisé la foire intra-commerciale, intra-africaine du commerce. Donc, c'est censé être la foire africaine. En dehors du président tchadien, vous savez qu'au Tchad, il y a 12% d'Arabes dans la partie nord du Tchad. Donc, on n'a aucun chef d'État africain. Aucun. Donc, il n'y a pas de Mali, pas de Niger, pas de Burkina Faso, pas de Sénégal. Je salue mes amis sénégalais d'ailleurs. C'est une Sénégalaise qui est la styliste qui a fait ce magnifique costume africain. Cette Sahara s'appelle Fatima de Dakar. Merci Fatima. Donc, pas de Côte d'Ivoire, pas de Rwanda, pas d'Ouganda, pas d'Afrique du Sud, nos grands amis d'Afrique du Sud. Il n'y a pas le président du Nigeria non plus, le plus grand pays d'Afrique. Pas d'Éthiopie, pourtant, la présidente d'Éthiopie était venue, le président algérien s'était rendu en Éthiopie en février dernier. Pas de Cameroun, pas de Zambie, pas de Zimbabwe, pas de Guinée. Pourtant, on va jouer avec eux, là, les Guinéens, au Maroc, le 8. Donc, bref, 5 chefs d'État sur 55 chefs d'État, c'est-à-dire 10%. 10% seulement des chefs d'État africains se sont rendus à la foire intra-africaine du commerce. Ah,
Alger à bras ouverts, mais à bras ouverts pour 5 chefs d'État, alors qu'il y en a 55. Bien sûr, on ne compte pas le pays hôte, c'est-à-dire l'Algérie, on va dire 54 si on enlève l'Algérie. Donc 5 sur 54. 5 sur 54. Ça fait combien? Bon. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, on va essayer de voir l'historique de cette conférence, de cette foire internationale du commerce. Donc là, j'ai pris une dépêche officielle qui est de l'APS, donc Agence Presse Service, l'agence officielle algérienne d'information. C'est une dépêche du 21 avril 2025. Regardez. Vous voyez, donc elle a été diffusée partout. Hein, donc là, c'était Radio Algérie. Regardez, avril 2025. Avril 2025. Le président de la République ordonne de prendre toutes les mesures pour la réussite de la foire commerciale intra-africaine. Donc c'est clair, il y a un conseil des ministres qui s'est organisé, et le président de la République a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite de la foire commerciale intra-africaine. Donc on va calculer 21 avril 2025, donc mai, juin, juillet, août et septembre, c'est la moitié, donc 4 mois et demi. 4 mois et demi. C'est beaucoup, 4 mois et demi. Ça fait 135 jours. Donc le président, il y a 135 jours, a ordonné de prendre toutes les mesures pour la réussite de la foire commerciale intra-africaine. C'est clair. Alors je vais vous citer les phrases du président. Il a dit, cette foire revêt une importance particulière pour la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Aussi, le président de la République a-t-il ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains. Donc, il avait ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains. C'est clair, non? À cet événement économique que l'Algérie s'apprête à accueillir et de l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationales et africaines, indique un communiqué du Conseil des ministres. On ne peut pas être plus clair. Donc le président a demandé de faire le maximum pour que cette foire soit une véritable réussite panafricaine. Le président de la République a également ordonné la coordination et la conjugaison des efforts entre le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national et le ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, afin d'assurer le plein succès de la foire commerciale intra-africaine, eu égard à l'expérience de l'Algérie, et de son rôle de chef de file. Chef de file. Algérie, chef de file au niveau africain et international, ajoute le communiqué. Algérie, chef de file. On n'est pas un petit pays en Afrique, on est le plus grand pays d'Afrique. Donc quand on est le chef de file, les pays africains, normalement on a, je ne sais pas moi, entre 40 et 50 chefs d'État. Ben oui, on est chef de file. On n'a pas 5 chefs d'État seulement. 5. Au lieu de 45 à 50, on est chef de file. Le président était très clair. Il a missionné le ministre du Commerce extérieur, ministre du Commerce intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Alors, sur le plan des stands, c'est parfait. Je crois qu'il y a 2000 stands. Parfait, des représentants de 80 pays sur le plan du business. Donc le ministre du Commerce intérieur, le ministre du Commerce extérieur ont fait leur job. Il y a des stands. 2000 stands. Masha'Allah. Donc le boulot a été fait. C'est qui n'a pas fait le boulot?
Alors, ne dites pas après que je critique l'Algérie. Je critique pas l'Algérie. Je critique les médiocres au sein du gouvernement algérien. La preuve, vous avez vu, là, je viens de féliciter le ministre du Commerce intérieur, le ministre du Commerce extérieur, qui ont fait le nécessaire suite à ce qu'a ordonné le président de la République le 21 avril 2025 pour que cette foire soit un succès. Mais qui n'a pas fait le job? C'est le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et de l'Afrique. C'est bien ça, hein? C'est ça son poste. Hein? Et des affaires africaines. C'est lui qui n'a pas fait le job. Donc, il ne fait pas le job avec la diaspora à l'étranger, notamment en France, il ne fait pas le job non plus en Afrique. Attendez, il n'y a que 5 pays. Il n'y a que 5 pays qui sont venus. Il n'y a que 5 chefs d'État qui sont venus. Alors que l'Algérie, chef de file de l'Afrique, voyons. Le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie. Ah bon? Le plus grand pays d'Afrique? Et le ministre des Affaires étrangères n'est pas capable d'amener, allez, au moins la moitié. Il n'est même pas capable de prendre son bâton de pèlerin, ou plutôt, prendre son téléphone. Attends, il a un avion, non? Il peut se déplacer. Il y a 55 pays africains. Ben, il peut se déplacer. C'est le président qui a dit toutes les facilitations pour que ce soit une réussite. Donc, il a été clair, le président de la République. La mission est claire, non? Et au bout de 135 jours, il n'y a que 5 chefs d'État qui viennent en Algérie, à Alger. Écoutez, si ça vous convient d'avoir un ministre des Affaires africain qui n'est pas capable de prendre son téléphone ou de prendre son avion pour aller inviter tout le monde pour venir, il y a un problème. Ben oui, nous avons un problème. En tout cas, je ne sais pas. C'est le citoyen algérien qui vous dit, regardez, je n'invente rien. Bon, j'ai regardé toute la presse, hein. Il n'y a que 5 qui sont venus. 5 chefs d'État en exercice sont venus. 5. Et encore, je ne commande pas l'affaire du président du Conseil de transition libyen. Vous savez que la Libye est partagée entre Haftar et le Conseil de transition. Je ne vous parle pas du problème qu'il y a avec la République arabe sahraoui démocratique. Donc, oui, je les considère comme des chefs d'État. D'accord? Donc, M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale étrangère, des Affaires africaines, n'est pas capable de faire venir à Alger, alors que ça fait 2 ans que c'est prévu que ce soit Alger, 2 ans. Et il y a eu un conseil des ministres dédié à cette question-là, le 21 avril 2025. Donc, il n'est pas capable d'amener au moins, allez, la moitié des chefs d'État africains, c'est-à-dire 27. Ça, il n'est pas capable. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Si ça vous convient d'avoir un ministre, bon, c'est vrai, il était 19 ans au chômage, ouais, entre 2004 et 2023. Avant, il était bon. Il faut dire la vérité. Lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères de l'ancien président, M. Lamine Zeroual, il était bon. Il avait des réseaux, il connaissait les chefs d'État, il connaissait les diplomates. Mais après 19 ans au chômage, 19 ans au chômage, il a été nommé en 2023. Son dernier poste, c'était 2003-2004, ambassadeur d'Algérie à Londres, en Angleterre. Voilà, depuis 2004, chômage jusqu'en 2023. Alors regardez le résultat de 19 ans au chômage, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de faire venir à Alger, à la foire commerciale intra-africaine, plus de 5 chefs d'État africains. Il n'est pas capable. Après, vous allez dire, oh Rachid, tu dénigres l'Algérie. Mais non, je ne dénigre pas l'Algérie. Je viens de féliciter le président algérien pour son discours réaliste et pragmatique. Je viens de féliciter le ministre du Commerce intérieur et le ministre du Commerce extérieur pour avoir réussi à faire venir 2000 exposants africains de 80 pays. Donc, je ne dénigre pas l'Algérie. Je dénigre ceux qui n'ont pas fait le job. Le plus grand pays d'Afrique qui fait venir à Alger à une foire très importante pour le développer, le commerce intra-africain, que 5 pays sur 55, sur 54 on va dire, puisque l'Algérie est pays hôte, mais c'est un échec cuisant, pas pour l'Algérie, c'est un échec pour le ministre des Affaires étrangères, des Affaires africaines. Imaginez, vous êtes dans une entreprise et que le directeur confie à un de ses employés une mission d'inviter sur 55 pays, je ne sais pas moi, des représentants de... Il y a 55 pays, des représentants de ces 55 pays.
Il lui dit, voilà, je te donne 2 ans. Parce que ça fait 2 ans qu'on sait que ça va être à Alger, vous savez. Et en plus, il y a un conseil des ministres, je vous ai dit, au mois d'avril, c'est-à-dire à 135 jours. Et que cette personne n'est pas capable de faire venir un représentant de chacun de ces 55 pays, ben, c'est un échec. Il n'y a que 5 qui viennent, 5 sur 54. Et c'est la honte. Tberdila. Mais on n'est pas une tberdila près de la part de ce ministre qui était 19 ans au chômage et qui a cautionné la prolongation pendant 35 ans d'un contrat de pétrole avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, avec la compagnie publique Pertamina. 17 milliards de dollars de surfacturation. Ouais. Et la Sonatrach a 0% dans ce contrat, dans ce gisement. Le gisement de Menzel Lejmet North. MLN. 65% pour l'Indonésie, 35% pour l'Espagnol Repsol et 0% pour la Sonatrach. Il a cautionné ce contrat. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Alors, vous savez, et là, je vais finir avec un communiqué qui est délicat. Et là aussi, je me dis, que fait notre ministre? Que fait notre ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines? C'est le communiqué du gouvernement de la transition du Mali. Vous l'avez vu? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il date du 4 septembre d'hier. Regardez. Quand je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas possible ça. Regardez ce qu'a fait le gouvernement de transition malien. Il a attendu l'organisation de cette foire très importante organisée par l'Algérie pour le développement du commerce intra-africain. Et je vais vous citer ce communiqué qui est vraiment inamical. Bismillah. Communiqué numéro 079 du gouvernement de la transition, de la République du Mali. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Ah non, mais il faut... Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Regardez. Le Mali, le gouvernement de transition malien, a décidé de porter plainte contre l'Algérie. Le Mali, c'est notre pays frère. C'est le pays qui se trouve au sud de notre territoire, avec qui nous avons eu depuis l'indépendance des relations extraordinaires, sauf depuis quelques mois. Alors, essayons de comprendre. Alors, cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien. Alors, ils n'ont même pas la politesse de dire par l'armée algérienne. Ils disent le régime algérien. Ils ont peur de dire l'armée algérienne. Parce que ce n'est pas le régime qui a détruit ce drone, c'est l'armée algérienne. Donc, cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizenouaten dans la région de Kidal. Donc là, ils disent que ce drone se trouvait dans la région de Kidal, c'est-à-dire au Mali. Kidal, c'est au nord du Mali. Alors que l'Algérie a toujours dit que ce drone était entré en territoire algérien. Donc là, ils ne le précisent pas. Poursuivons. Pardon. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la teneur de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025, ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ce jour. Normalement, ils avaient porté plainte auprès de l'ONU. Apparemment, l'ONU ne les a pas calculées, nos amis maliens. Donc, ces requêtes qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Donc, en clair, le Mali aurait demandé à l'Algérie d'apporter la preuve que la destruction de ce drone avait lieu en territoire algérien. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien, c'est là où il y a ambiguïté, les Algériens disent c'était en Algérie, les Maliens disent c'était au Mali.
Alors c'est pas compliqué à prouver, ça. N'importe quel pays qui a un satellite, je crois qu'on a des satellites africains, qui peuvent démontrer à quel endroit ce drone a été détruit. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de... je ne sais pas pourquoi l'Union africaine n'a pas rendu public le lieu exact de la destruction de ce drone. Comme ça, on évite ces communiqués inamicaux. Parce que sinon, ça peut traîner des années, ça. Je poursuis. Le gouvernement de transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie. Ah bon? Détruire un drone qui était normalement au territoire algérien, ça n'a rien de condescendance. Condescendance, c'est des rapports d'homme à homme. Là, on parle d'agression, selon les Algériens, du Mali vers l'Algérie. Et tant qu'on n'a pas la preuve, ça sera la position officielle de l'Algérie. Donc il faut qu'une tierce autorité puisse déterminer définitivement quelle est l'origine de ce problème. Mais on ne dit pas condescendant, mes chers amis et mes chers frères maliens. C'est inapproprié en langue française. Mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution A/RES/29/3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies, des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Waouh! Bon, écoutez, mes chers frères maliens, on va être très clair. J'ai visité le Mali en septembre 2023. J'ai été reçu vraiment très fraternellement par un grand écrivain malien qui est vraiment exceptionnel, brillant, intelligent. S'il vous plaît, n'utilisez pas le droit international pour critiquer l'Algérie, parce que le gouvernement de transition malien, il est venu comment? Vous croyez qu'il est venu en respectant le droit international? Il y a eu un coup d'État, mes chers frères maliens. Vous avez organisé un coup d'État. Donc, s'il vous plaît, n'invoquez pas le droit international, car si vous invoquez le droit international, croyez-moi, même vous n'êtes pas légitime. Vous avez pris le pouvoir par la force des armes. Donc, n'allez pas utiliser la résolution A/RES 29/3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies et des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression de défense commune pour critiquer l'Algérie. Vous n'êtes pas crédibles, voyons, mes chers frères maliens. Vous avez pris le pouvoir par la force. Donc l'ONU vous a condamné, l'Union européenne vous a condamné. Donc s'il vous plaît, si vous voulez parler à l'Algérie, parlez avec le langage de la force, puisque vous êtes arrivé au pouvoir par la force. Et dans ce cas-là, si vous avez quelque chose à dire contre l'Algérie, attaquez l'Algérie militairement, puisque c'est comme ça que vous êtes arrivé au pouvoir. Mais s'il vous plaît, n'invoquez pas le droit international. Car si vous devez invoquer le droit international, vous allez vous retirer du pouvoir et vous allez laisser le pouvoir légitime qui était là juste avant vous. Voilà ce que vous répond le citoyen algérien et panafricain Rachid Nekaz. Quand je lis cet argument qui ne tient pas la route, il ne tient pas la route. Un régime qui est arrivé au pouvoir par la force ne peut pas invoquer le droit international pour critiquer un autre pays. Voilà ma réponse. Donc je continue la lecture de ce communiqué. Vous avez vu, je cite tout le communiqué. Je ne cite pas qu'une partie. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes, et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Là, vous allez loin. Là, vous allez loin. Là, vous êtes en train d'insinuer que l'armée algérienne, parce que là, vous dites régime algérien, mais c'est pas le régime algérien. Ceux qui défendent la frontière algérienne, c'est pas le régime, c'est l'armée algérienne. Donc, vous êtes en train de dire très clairement, sans même insinuer, que l'armée algérienne apporte son soutien, ce que vous appelez un protectorat,
à des terroristes qui agiraient en territoire malien. Mais c'est extrêmement grave ce que vous déclarez là. C'est extrêmement grave. Vous parlez de collusion. Mais la première collusion qu'il y a eu, c'est vous, quand vous avez pris par la force le pouvoir au Mali. Ça, c'est un acte terroriste. Comment on appelle prendre le pouvoir par la force? Ça s'appelle un acte terroriste, car vous n'avez pas respecté la légalité démocratique, notamment s'il y avait des élections, présentez-vous et il fallait vous présenter et attendre de voir si le peuple malien allait voter pour vous ou pas. Mais on ne prend pas le pouvoir par la force, n'est-ce pas? Ça, c'est extrêmement grave ce que vous avez déclaré. Je continue, c'est la dernière phrase, le dernier paragraphe, pardon. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice. Vous savez, la Cour internationale de justice ne va absolument pas tenir compte d'une requête formulée par un régime militaire qui a pris le pouvoir par la force. Ben oui, la première chose que va vous dire la Cour internationale de justice, c'est comment vous êtes arrivé au pouvoir? Par la force? Next. Vous savez ce que ça veut dire next? Allez, dehors, brrr. Donc, par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel. Donc, en clair, vous êtes en train de dire que l'Algérie est un État parrain exportateur du terrorisme. Mais c'est vous qui êtes des terroristes si vous avez pris le pouvoir par la force, voyons. Le terrorisme, c'est utiliser la terreur, la force, pour arriver au pouvoir, c'est bien ça, ou pour obtenir quelque chose. C'est ce que vous avez fait. Donc, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 4 septembre 2025. Signé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et général de division Abdoulaye Maïga, commandeur de l'ordre national. Alors là, c'est le pompon. Vous savez, moi, j'ai toujours défendu l'Afrique. Vous avez vu, lorsque le Mali a nationalisé la raffinerie d'or, en prenant 62% des participations et 38% pour son partenaire russe, j'ai félicité, j'ai applaudi. Voilà, j'ai applaudi au nom de la politique souverainiste du Mali, et j'ai fait la même chose avec le Niger lorsqu'il a nationalisé 100% de la société qui exploite l'uranium. Mais être panafricain et défendre un idéal panafricain, ça ne veut pas dire approuver des communiqués inamicaux et insultants, non seulement pour l'armée algérienne qui défend les frontières, mais pour l'ensemble du peuple algérien. Ce communiqué est extrêmement grave. Vous savez pourquoi il est extrêmement grave? Car vous avez oublié, 2015, qui a organisé une rencontre entre le gouvernement malien et l'ensemble des groupes maliens pour qu'il y ait la paix? Vous avez oublié l'accord de 2015? L'Algérie a toujours facilité le dialogue afin qu'il y ait la paix au Mali. Et là, aujourd'hui, vous traitez l'Algérie en tant que parrain du terrorisme. C'est extrêmement grave. Et j'espère que les intellectuels maliens honnêtes, parmi lesquels l'écrivain dont je vous ai parlé de M. Ousmane Diarra, le grand écrivain que je salue à niveau, pour dire que ce communiqué est inamical. Si vous avez un problème, il y a l'Union africaine. Il n'y a pas besoin d'aller à l'ONU, apparemment, il n'y a pas eu de réponse, et maintenant c'est la Cour internationale de justice. Il n'y aura pas de réponse aussi. Car quand on prend le pouvoir par la force, on ne peut pas se réclamer du droit international. C'est clair, c'est net et sans bavure. Mais malheureusement, notre ministre des Affaires étrangères n'a pas été capable de défendre notre pays pour empêcher qu'en pleine foire intra-africaine du commerce, le gouvernement de transition malien publie ce communiqué pour insulter l'Algérie. Et c'est hautement regrettable. Voilà ce que je voulais vous dire. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.